Passion et innovation. Voici des mots qui symbolisent au mieux Yamaha. Depuis plus de 60 ans, le constructeur japonais, par ses avancées technologiques, ses personnages charismatiques, ses exploits sportifs, représente le mieux l'histoire de la moto. Yamaha évolue toujours avec son temps, épouse les souhaits de ses clients jusqu'à leur donner un des sens les plus vrais de la vie, le plaisir. Yamaha, je crois que c'est avant tout de l'humanité, c'est de la générosité et c'est beaucoup d'attachement aux produits et au sens des choses. Ces mots-clés sont liés à l'origine de Yamaha. Il faut bien différencier Yamaha Motor, fabricant de motos né en 1955, de sa maison mère Yamaha Company, créée en 1887 par Toraguzu Yamaha, qui proposait dans un premier temps des orgues, pianos et tout un ensemble d'instruments. Dès la conception des premiers instruments de musique, et bien après pour la fabrication de motos, les dirigeants ont souvent voyagé aux États-Unis et en Europe pour comprendre le sens artistique et technique de ces pays et en tirer l'excellence pour leur future production. Pendant la guerre, Yamaha, de par son expérience dans le travail du bois pour les pianos, est forcé de produire des hélices d'avion. L'objectif de Yamaha a toujours été d'améliorer la qualité de vie dans le monde entier. La philosophie de l'entreprise se résume par le partage de l'esprit, le kendo. La philosophie particulière de Yamaha, c'est le kendo. C'est un mot japonais qui veut dire émotion, compassion. Avant de penser aux clients, nous devons penser à nous-mêmes. Si nous sommes satisfaits et heureux, si nous retirons de l'émotion de ce que nous fabriquons, alors le client le ressentira également et achètera nos motos. Pour Yamaha, on ne peut pas être un bon facteur d'instruments de musique si on n'est pas profondément humain, généreux, avec le désir de comprendre la sensibilité des autres. Et une société qui, pendant plus de 70 ans, vit sur ces codes-là, vit dans un cadre d'actionnaires familiaux, qui sont là, les gardiens du temple de l'éthique de cette entreprise, même le jour où tu crées en 1955 Yamaha Motor, tu n'oublies pas. Ces codes profonds de la philosophie de l'entreprise seront donc appliqués à la branche moto. Pour bien marquer ces valeurs ancrées dans la fabrication des instruments de musique, le logo sur les réservoirs des deux roues sera constitué de 3 diapasons qui représentent 3 directions, fabrication, marketing et technologie, que l'entreprise se fixe pour parvenir à l'excellence. Genichi Kawakami, le président de l'époque, développe grâce à l'expérience de l'entreprise dans la production d'hélices d'avion, la première moto Yamaha, la YA1, surnommée Akatombo, ce qui signifie libellule rouge. C'était des motos qui roulaient à 80 à l'heure, mais par contre c'était des motos qui étaient utilisées tout le temps pour aller travailler au Japon et se servaient de ça. C'était pas une technique exceptionnelle, mais c'était des machines qui maintenant forcément sont devenues une moto de collection. Et aujourd'hui, cette YA1 est naturellement placée à l'honneur dans le hall d'accueil du superbe musée Yamaha au Japon, où sont exposées les motos qui ont fait le succès de la marque. Regardez bien ce modèle, la première Yamaha de l'histoire. C'est un design unique, léger, un coloris très moderne pour l'époque. Très différent des motos souvent noires et massives des années 50. Question technique, la YA1 possède une boîte de vitesse à 4 rapports contre 3 à ses concurrentes. Dès la première année, Yamaha en a fabriqué 100 par mois. Le 10 juillet 1955, soit 10 jours tout juste après la création de l'entreprise, Yamaha engage sa YA1 dans la fameuse course du mont Fuji, avec l'enjeu de battre Honda, la référence de l'époque. L'équipe constituée de quelques mécanos s'en donne les moyens jusqu'à réussir ce pari fou, gagner la course. Cette expérience exceptionnelle va donner une énergie, une conviction à cette petite équipe pour ne rien craindre et toujours oser. Yamaha a toujours été innovateur en termes de technologie et surtout en termes de niveau de performance des machines, aussi bien sur la route que sur la piste.
Torakuzu Yamaha installe son entreprise dans la ville seigneuriale d'Hamamatsu. Une situation stratégique à mi-chemin entre les mégalopoles de Tokyo et d'Osaka. En 1955, Yamaha Motor a l'audace d'affronter une concurrence importante, puisque plus de 150 fabricants de motos sont présents sur le marché nippon. Yamaha produit alors 200 motos par mois. Depuis ses débuts, l'entreprise Yamaha a vu croître ses effectifs jusqu'à plus de 52 000 salariés à travers le monde. En 1957, Yamaha fabrique sa première moto bicylindre 250 cm3, la YD1. En vitesse de pointe, la YD1 atteint 115 km/h. Yamaha poursuit la politique qui a si bien réussi à la YA1, faire figurer sa moto en compétition. Donc ça, je pense qu'il y a eu tout un temps fort qui a été le temps des pionniers de Yamaha, de 1955, on va dire jusqu'à 1970, où Yamaha progressivement fait un certain nombre de motos, crée un certain nombre de motos sur des technologies relativement basiques, 2 temps, monocylindre, puis bicylindre, dans des plus petites cylindrées. Pour Genichi Kawakami, il était temps de faire découvrir ses motos au monde entier, de conquérir de nouveaux marchés et de ne pas laisser à son rival Honda le monopole des ventes à l'étranger. Après les États-Unis, l'Europe est conquise, avec des importateurs indépendants tels que Hostetler en Suisse, Arvidsson en Finlande, Dittiren en Belgique. En France, à Toulon, chez les Audemars, où plusieurs générations perpétuent la passion moto depuis leur première boutique ouverte en 1922, on se souvient très bien de l'arrivée de Yamaha, qui devait faire face aux motos européennes de l'époque. Mon Dieu, ça m'a fait plaisir. Le summum de l'époque, c'était les machines anglaises. Il y avait BSA, Triumph et Norton, la trilogie. Et ensuite, toutes les machines françaises, mais qui étaient loin en dessous, le Monégoyon, Newmap, tout ce que vous voudrez, Terreau, tout ça. Mais les machines anglaises tenaient le haut du pavé. Chez les Gouirans, autre famille historique dans les ventes moto depuis des décennies, on se souvient très bien également de l'implantation de Yamaha dans l'Hexagone. Yamaha est arrivé en France, on pourrait dire presque par hasard, parce qu'il y avait un concessionnaire à Paris qui vendait plusieurs marques de motos, qui s'appelait M. Dubois, et qui avait acheté 5 Yamaha comme ça du Japon, à la suite d'un voyage au Japon, je crois d'ailleurs, et qui ne savait pas quoi en faire de ces bécanes, elles étaient là dans un coin, c'était bon. Et il était ami avec M. Veuillet, importateur Porsche pour la France. Bon, il dit, écoute, je ne sais pas quoi faire de ces motos, tu ne veux pas t'en occuper, je ne sais pas où les mettre. Bon, il les a mis au garage de M. Veuillet. En 1964, Auguste Veuillet, pour développer la marque en France, trouve alors la personne idéale. Un jeune homme ambitieux, passionné de moto, prêt à déplacer des montagnes. Il se nomme Jean-Claude Olivier. M. Veuillet a attrapé Jean-Claude et lui dit, écoute, viens voir, j'ai des motos là, regarde-les, dis-moi ce qu'on peut faire, dis-moi ce que tu peux faire, est-ce que tu peux en vendre? Et M. Veuillet a dit, qu'est-ce qu'il te faut? Il dit, dans un premier temps, il me faut un tube Citroën pour mettre les motos dedans, et moi je vais faire le Tour de France avec ces motos. C'est ce que Jean-Claude a fait, il a fait un Tour de France complet avec son tube et ses 3 motos. Et il a commencé ça a commencé comme ça, les ventes ont commencé comme ça. Un beau jour, je me suis vu arriver une petite voiture avec une petite remorque et 2 motos dessus. Et un jeune homme, tout fringant. Et ce jeune homme, c'était Jean-Claude Olivier. Et qui a commencé à me faire, bien entendu, le grand travail pour que je prenne tout ça. Et je me souviens, je lui avais acheté 2 motos. C'était les 2 premières motos que je lui ai commandées. C'est lui qui m'avait pris les 2 premières motos, 2 premières YAM. Les premières machines qui sont arrivées en 1966, c'était la 725, vous voyez ici. Il y avait un petit 100 cm3 bicylindre. Et il y avait un 3e modèle, c'était une 350. D'abord, quand on a commencé à monter sur ces machines-là, on est resté tout bête des accélérations, de la tenue de route, mais au point de vue premier essai, c'était tout ce qu'il y avait de plus convaincant. Elles avaient vraiment des atouts que n'avaient pas nos machines françaises ou anglaises. La première année, on a vendu 47 Yamaha parce que ça commençait à peine. Et l'année d'après, je me rappelle qu'on a vendu à peu près 150 motos.
Et c'est de là que ça a démarré, quoi, voilà. L'histoire de Yamaha en France va se confondre pendant 45 ans avec celle de cet homme, Jean-Claude Olivier, personnage charismatique, médiatique, intuitif, qui va faire partager son envie de réussir à l'ensemble de ses collaborateurs. C'était un personnage étonnant, très travailleur. Je pense qu'il a porté Yamaha, notamment en pendant près de 40 ans. Pour moi, c'était un personnage très important. Et c'était quelqu'un d'attachant. C'était un patron, hein, très exigeant. Il était extrêmement exigeant avec lui-même, comme il l'était avec les autres. Mais donc c'est pour ça qu'il imposait un respect naturel formidable. Mais oui, comme tous les patrons, pour que ça marche, il faut être dur. Des fois, il a rajouté un petit peu, mais ça faisait partie du personnage. Et c'est quelqu'un avec lequel il ne fallait jamais être faible. Jamais. Jamais être malade, jamais être pas bien. Toujours être prêt à savoir répondre et à lui apporter. Dès le début des années 60, Yamaha communique par l'image, souvent d'une façon décalée et humoristique. Yamaha se sert aussi des premiers succès en compétition internationale pour asseoir la marque aux yeux du grand public avec l'appui des pilotes comme Fumio Ito et le Britannique Phil Reed, premier champion du monde Yamaha avec 6 victoires sur 11 Grands Prix. Fin des années 60, Yamaha entre dans une nouvelle ère. On est sur l'explosion du marché de la moto en Europe, mais aux États-Unis aussi relativement, porté par des valeurs de liberté, un peu de rébellion par rapport à la génération d'avant, et la moto devient un peu porteur de cet esprit rebelle. Dans les années 70, la société reconnaît la vitesse comme étant un facteur de progrès. Elle est même totalement valorisée. Elle permet à chacun de risquer sa vie. Les jeunes, permis en poche, méprisent souvent le danger. Les limitations de vitesse ne sont pas encore généralisées, les radars n'existent pas. Dans cet esprit de liberté, Yamaha propose un souffle nouveau, l'aventure. La marque crée le trail, une moto tout-terrain. Les fameuses DT en sont l'aboutissement. Pour promouvoir ces motos, Jean-Claude Olivier va avoir une idée de génie. Faire essayer une DT à l'icône mondiale, Brigitte Bardot. La presse s'empare des photos, les ventes des DT explosent. Philippe Monneret, premier vainqueur des 24 heures du Mans sur une Yamaha, se souvient très bien de cette anecdote. Il y a Jean-Claude Olivier qui dit à Toto Voyer, tiens, ça serait bien de faire un coup, non, on ne donne pas de moto, etc. Il donne une moto à Brigitte Bardot, mais en douce. Et d'un seul coup, ça fait le tour du monde, quoi. Brigitte Bardot avec cette 125 DT, voilà. Donc Voyer rentre dans une rage folle parce que c'était quelqu'un de très coléreux. Et Jean-Claude était un peu dans ses petits souliers parce que c'était pas du tout le patron à l'époque, hein, il était jeune. Et à la soirée, d'un seul coup, les Japonais disent devant Toto Voyer à Jean-Claude Olivier quel coup super à Brigitte Bardot. Et Toto Voyer se retrouve vers Jean-Claude Olivier et lui dit « J'espère que tu l'as baisé au moins. » T'as raison. Équipé comme on est, on va faire des... Pour Yamaha, la période 70 reste l'archétype même de la liberté, de la vitesse et de l'aventure. Éric Dossen et son ami et très grand pilote Christian Saron, champion du monde 1984 en 250, n'hésitent jamais à replonger dans cette décennie-là avec la mythique XS 650 et la YR5 350. Bon, comment t'as trouvé la moto là? Elle marche encore pas mal, non? Écoute, c'est une YR5, hein, c'est sorti en 72. Ouais, c'est toute la génération. Je rêvais à 17 ans, j'avais 17 ans en 72, je rêvais d'une 125 AS3, la petite sœur.
Jean-Claude Olivier, à l'époque, a utilisé cette moto, qui était quand même très moderne dans ses performances, pour essayer d'ouvrir de nouveaux comptes de concessionnaires. Et sa grande technique, c'est qu'il arrivait la veille de son rendez-vous, il reconnaissait la route qui lui semblait bien, il la faisait une dizaine de fois pour être sûr d'être très vite dessus. Et le lendemain, quand il découvrait le concessionnaire, il leur disait « Mais si vous voulez, je vous dis que ça marche par rapport à des gros 4x italiens ou anglais de l'époque. Si vous voulez, on va faire un tour. » Et il les emmenait évidemment sur la route qu'il avait reconnue la veille. Et là, il en mettait. Et les types étaient tellement impressionnés de se dire « Mais qu'est-ce que ça marche votre truc ?» qu'il ouvrait les comptes comme ça. Et c'est comme ça qu'il a ouvert beaucoup de nouveaux concessionnaires. Et si tu regardes les Grands Prix des années 72-73, Saarinen gagne le titre de champion du monde en 72 sur la base de cette moto-là, sauf qu'il avait récupéré les premiers cylindres liquides. Et après, ils ont sorti la moto avec laquelle on roulait là, qui est le 650 XS. Quelle année? Alors la première version est sortie en 72, donc pareil, tu vois, c'était la XS1. Et puis 2 ans après sort la XS2 avec frein à disque. Et celle-là a un petit avantage parce qu'elle a même un double frein à disque. Mais elle est génération 75 à peu près. Et cette moto-là était vraiment faite pour concurrencer les Ducati, les Norton, les Triumph de l'époque, les Guzzi, et qui est donc très agréable parce qu'elle apportait la fiabilité. Et elle a été un succès commercial, pas tellement par les performances, qui étaient honorables, mais vraiment par rapport à la fiabilité que les Japonais apportaient à cette époque-là. Jean-Claude Ogrel, champion de France en 75 en 250 sur une Yamaha, et aujourd'hui concessionnaire de la marque, reste un fan absolu de la XS 650. Un 650 XS, aujourd'hui, vous demandez à un enfant de dessiner une moto, il va vous dessiner une 650 XS. C'est merveilleux le coup de crayon d'une 650 XS. Ça se réfère presque à l'anglaise, qui était la moto mythique des années 60, sauf que c'est devenu un produit japonais avec toutes les qualités d'un produit japonais. Les produits Yamaha vont dans ces années-là se décliner sous plusieurs formes, adaptées à tout type d'utilisateur. En 1976, on a commencé à recevoir des petits 50 qui s'appelaient le Chapi. Et c'est un petit 50 bon, qui ressemblait à rien. C'était l'engin pour les filles, c'était l'engin pour les garçons, c'était le petit cyclo qui était plus un cyclo qu'il fallait avoir, c'était devenu à la mode. On a été une des marques qui avons le plus fort taux de féminisation de notre clientèle. Et je me souviens très bien, dans les années 90-92, on avait une moto custom qui s'appelait la Virago 535, qui avait été un grand succès. Et sur la Virago 535, on avait plus de 35% de femmes clientes, alors que le taux de permis moto passé en France était de l'ordre de 6 à 7% par les femmes. Donc on avait cette capacité d'accueillir et de pouvoir vraiment être en contact avec toute forme de clients et toute forme d'attente. La clientèle féminine appréciera fortement l'iconique RD 350, avec une selle assez basse, commercialisée en France de 73 à 75. Les pilotes masculins, quant à eux, seront accros à ces performances incroyables, puisque la RD 350 était comparable en vitesse aux 754 temps occidentaux de l'époque. Je me souviens, moi j'avais une 350 ARD, c'était des motos à l'époque qui nous faisaient rêver. Voilà, c'était pas des grosses cylindrées, mais c'était de très bonnes motos. Ouais, ça roulait à plus de 200, hein. C'était pas... qui pour des 350 de temps, c'est incroyable, quoi. C'est des moteurs avec énormément de régime moteur, non, c'est vraiment très très bonne moto. Après ce modèle à refroidissement par air, Yamaha lance une évolution issue de la compétition, la RDLC, avec cette fois-ci un refroidissement liquide. En 80, quand est arrivée la première RDLC, 350 bicylindres, qui était présentée un peu comme la moto de sportive, mais qui roulait sur la route. Bien sûr, entre Motorevue et Motojournal, les journalistes se tiraient la bourre pour sortir l'essai de la moto en premier. Et tant que les motos n'étaient pas arrivées, on ne pouvait pas. Donc j'ai réussi à convaincre Jean-Claude Olivier de sortir une des motos d'homologation, ce qu'on ne faisait jamais, pour la presse, juste pour faire une photo. Et le journaliste Motojournal,
pour faire une photo sur 100 mètres, premier virage, il s'est pris une gamelle mémorable. Et il a eu de la chance, il s'est fait mal. Je dis, il a eu la chance parce qu'il ne serait pas fait mal, je crois que j'aurais tapé dessus. Au Japon, à 2 pas d'Hamamatsu, sur son circuit privé, c'est là que Yamaha teste ses motos avant de les commercialiser. Comme leurs prédécesseurs l'ont fait à l'époque sur les fameuses RD 350, des pilotes chevronnés apportent aujourd'hui les derniers réglages au nouvel R1. Petit bijou de technologie et de puissance. Ce circuit existe depuis 1967 et depuis cette année nous avons fait énormément de tests ici. C'est la plus ancienne plateforme d'essai Yamaha. Avec l'arrivée de motos très puissantes, la longueur de la piste a changé. On a doublé la distance. La ligne droite permet aujourd'hui de dépasser les 300 km/h. Il nous arrive bien sûr de tester de plus petites motos. En plus de la vitesse, nous testons aussi l'endurance, la fiabilité. Nous étudions les réactions de la moto. Ensuite, nous envoyons les résultats de nos tests à l'usine. Pour certains modèles destinés au marché européen, les motos sont testées sur tout type de revêtement. Ici, les fameux pavés belges. La Yamaha 750 TX est également passée en 1973 entre les mains de ses pilotes essayeurs qui avaient la responsabilité de tester pour la première fois un 4 temps de 750 cm3. Jean-Claude Ogrel la crédite à l'époque d'une vitesse de pointe de 176 km/h couché et 165 km/h assis, ainsi qu'un temps de 14 secondes 2 aux 400 mètres départ arrêté. Alors la 750 TX, modèle d'un coup de crayon merveilleux, je la trouve hyper belle cette moto, vraiment. Malheureusement, c'est une moto qui date de 1973 et parfois la fiabilité n'était pas toujours au rendez-vous sur certains modèles. Et la 750 TX faisait partie de ces produits un petit peu juste au niveau fiabilité. Ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à en trouver. Elle aura sûrement pas marqué l'histoire de Yamaha, mais moi j'ai une petite affinité avec cette moto. J'aime bien cette moto, j'aime bien rouler avec. En bord de mer, à la Ciotat, se promener sur le port, c'est une moto très agréable, 750 bicylindres avec du couple. Voilà, aujourd'hui on ne cherche plus à tirer dessus comme on le faisait quand on avait 16 ans à l'époque. Il y a un marché, c'est clair, il y a un marché. J'ai presque tendance à dire malheureusement, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la clientèle dans les magasins de moto a un peu vieilli. Je pense que la plus recherchée, c'est une XS1, une 650 XS1, à l'époque où il n'y avait pas encore le démarreur électrique sur la 650 XS, avec le frein à tambour à l'avant. Ça, c'est vraiment magnifique. 750 TX, un petit peu moins, et pourtant, moi, j'ai une petite préférence pour le 750 TX. Dans ces années 70, Yamaha a pratiqué la production en série de machines de course destinées à des pilotes privés. On appelait ces motos les TZ. Moi, je roulais sur les TZ 750, celle qui est derrière moi, à Monaco, qui étaient des compétitions clients. Ces fameuses compé clients sont développées alors sur la base de modèles routiers existants. Elles vont remporter une quantité incroyable de victoires dans les 200 miles de Daytona, puis d'Imola, aux mains du Finlandais Saarinen. Jackie Germain, l'emblématique préparateur des motos de course Yamaha, a bien connu ces années-là. À l'époque, 2,5, 3,5, il n'y avait pas de moto d'usine. C'est la bonne époque de la course. On lâchait une TZ, le gosse il savait tourner la poignée, il pouvait gagner le dimanche. Mais encore une fois, la TZ, ça a été une histoire merveilleuse, parce que ça permettait
à quelqu'un d'acheter une moto de course et d'aller faire des courses de moto. Il y avait aussi parallèlement à ça des coupes de marques avec des motos de série, mais la TZ était une vraie moto de course, c'est-à-dire que vous pouviez vous prendre pour Billy V ou pour Phil Reed avec une TZ. Et on se retrouvait en championnat du monde à courir contre des Becker, des Agostini, des Roberts, qui eux disposaient des motos d'usine, qui s'appelaient OW31, qui étaient semblables mais plus performantes. Comme en plus les pilotes étaient meilleurs, forcément ils étaient bons. En 1977, à Zandvoort, en 750, je prends le départ derrière Cecotto, je lui fais le freinage au premier virage et je me retrouve en tête du Grand Prix pour la première fois de ma vie. Et là, je me suis dit, bon, ben là, c'est même pas la peine de me courir derrière, vous me reverrez jamais. Et la première chicane, j'ai fait un saut périlleux par l'avant et ça s'est arrêté là. Donc, et là, forcément, c'était un tournant de ma carrière. C'est une icône d'ailleurs, c'est une machine qui maintenant est très recherchée parce qu'il n'y en a plus. Et d'ailleurs, Patrick Ponce a été champion du monde sur une machine identique en 1979. Patrick Ponce et Christian Saron. Voilà deux noms associés à tout jamais à Yamaha, qui ont par leur charisme et leurs résultats porté très haut la marque aux yeux du grand public. Comment vous l'avez appelé tout à l'heure, Patrick? Le Petit Prince. Pourquoi? Parce que je l'ai lu sur le journal. Ça te plaît cette dénomination? Non, pas du tout, parce que ça correspond à rien, ça correspond à un chanteur, alors que je fais peut-être du spectacle, mais je suis pas encore un chanteur. Star des années 70, Patrick Ponce est très vite remarqué par Jean-Claude Olivier, qui l'intègre dans le team Sonoto Yamaha. Il devient le premier Français champion du monde dans un sport mécanique. Bon, il avait une trajectoire fantastique, puis il avait une attaque, quoi. C'était, voilà, je me souviens quand il arrivait d'un Grand Prix, il avait des yeux, moi je l'ai filmé donc, au Grand Prix de France en 80, il a les yeux, mais toi, il a les yeux injectés, quoi. Il est vraiment complètement à fond dans son truc. C'est combien là? Et après? Il avait toujours des motos qui bougeaient beaucoup. Combien de fois je lui ai dit, moi je disais, regarde, attends, ta moto, j'ai regardé, elle saute et tout, on va essayer de régler. À l'époque, quoique les motos de l'époque, ces motos-là, il n'y avait pas beaucoup de réglages, mais il y avait quelques réglages. Mais lui, il s'en foutait de ça. Plus ça remet, plus avec plaisir. Le premier à me remarquer vraiment, c'était Patrick Ponce, qui, par l'intermédiaire de son fans club, a voulu m'aider dans ma première année en formule de promotion, mais a voulu m'aider aussi après pour débuter sur des TZ en 2 temps. En 1976, un accident oblige Patrick Ponce à stopper sa saison. Cette mésaventure propulse Christian Saron en pilote officiel. Donc il nous a fallu un remplaçant. Donc j'avais remarqué que Christian Saron, il avait fait 2e de la Coupe Kawa. Bon, c'est un mec qui tombait beaucoup, j'avais remarqué, ça n'a pas jamais changé ça d'ailleurs. Et on avait parlé avec Olivier, j'avais dit à l'époque, il faut prendre Christian Saron. C'est là où Jean-Claude Olivier a été incroyable parce qu'il a accepté de prendre un jeune pilote qui avait 21 ans, qui n'avait aucune expérience. Il a accepté donc de me prendre dans l'équipe pour remplacer Patrick Ponce en 250, 350 Grand Prix et Formule 750 championnat du monde contre les meilleurs pilotes du monde. C'est-à-dire il y avait Agostini, Hansford, Roberts, Cecotto, et j'en passe, Barichine, enfin tous les meilleurs de Hansford, tous les meilleurs de l'époque. Aux essais, il fait première ligne en 250 et deuxième ligne en 350 quand même. Et c'est la première fois qu'il pilotait une 3,5. Bon, pendant la course, il s'est envolé avec les deux. Il nous avait déjà fait comprendre comment il fallait le prendre, celui-là. La profonde amitié qui lie Christian Saron à Patrick Ponce va prendre fin avec l'accident mortel de ce dernier au Grand Prix de Silverstone en 1980. Patrick a couru que pour Yamaha, comme d'ailleurs Saron a couru que pour Yamaha. C'est des gens, ils étaient fidèles à la marque et voilà, c'était comme Jean-Claude Olivier était extrêmement fidèle à ses pilotes et dans les hauts comme dans les bas, parce que Patrick a connu des bas, Saron a connu des bas nombreuses années pour devenir champion du monde, parce que quand ils ont perdu, quand Patrick est mort en 1980, Saron c'était son meilleur ami, c'était l'homme qui lui avait ouvert la moto de vitesse et Jean-Claude Olivier c'était son fils spirituel. Ils ont eu un choc émotionnel énorme. Mais il dit, c'est déjà si je meurs en course, ça serait une belle mort. Quand il m'a dit ça, quand même, ça m'a...
Christian Sarron va reprendre le flambeau et devient en 1984 champion du monde en 250 cm3. Je suis revenu en 250 parce que c'était les seules machines au guidon desquelles je pouvais revenir et gagner. Il fallait être pilote d'usine en 500 pour pouvoir gagner. C'était bien sûr la catégorie qui me plaisait le plus, mais je suis revenu en 250 avec l'exemple et en pensant beaucoup à Patrick Ponce, en me disant si c'était moi qui étais parti, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait arrêté? Non, sûrement pas. Il aurait continué. Donc j'ai voulu continuer en mémoire de Patrick et ce titre qu'on a pu avoir avec l'écurie Yamaha France en 84, je lui ai dédié d'ailleurs. C'était parce que je l'ai, j'ai couru après, mais surtout en pensant à mon ami. Fin des années 70, on recherche les grands espaces et la nouvelle aventure. C'est le temps des premiers rallye-raids. Yamaha se met au goût du jour en créant un trail 125 qui va révolutionner le marché, la 125 DTMX. On parlait d'esprit novateur. Le 125 DTMX, ça c'est un esprit novateur. Alors, le DTMX à l'époque, c'était le cantilever. La suspension cantilever fabriquée par Yamaha et placée dans le prolongement de l'épine dorsale du cadre permet d'obtenir une meilleure absorption des chocs. Pour la présentation de ce modèle-là, c'était pas facile pour présenter un produit, une 125 monocylindre. C'était pas une grosse cylindrée. Donc nous avions présenté ça à la presse. À Isola 2000, c'est en circuit de glace. Et nous avions équipé les motos avec des clous. Et nous avions organisé des courses avec les journalistes sur le circuit de glace. Comme quoi, le trophée Andros n'a rien inventé. Un trail, voilà, c'est une moto qui passe partout, qui est utilitaire, qui à l'époque en plus coûtait moins cher en assurance, donc ça la rend populaire qu'elle coûte moins cher en assurance. La 125 DTMX, c'était vraiment été une réussite. Je pense qu'on a vendu pas loin de 30 000 125 DTMX dans l'année. Pour donner un exemple, notre concessionnaire de Marseille en a vendu près de 3 000 à lui tout seul. Donc ça ne désemplissait pas. On avait fait l'inauguration de la DTMX, on avait fait une énorme fête dans le magasin. Et à l'époque, on stockait les motos neuves à l'étage et on avait un trou, il y avait un trou dans le plafond. Il y avait un trou dans le plafond avec un treuil où on descendait les motos neuves pour les faire partir aux clients, quoi. Et donc on avait tous les invités dans le magasin et on avait fait descendre la DTMX par le treuil, elle était suspendue. C'était des ventes, voilà, les clients faisaient la queue pour remplir les bons de commande. Toujours dans l'esprit évasion, Yamaha propose la Yamaha 500 XT, équipée d'un moteur 4 temps. C'était la moto référence pour faire du tout-terrain, de loisirs. Voilà, ce n'était pas une moto pour faire des compétitions en cross, mais c'était la moto tout-terrain de loisirs. Cette machine qui plaisait beaucoup à l'époque. Bon, elle était un peu difficile à mettre en marche, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de démarreur électrique pour ces machines. Il fallait la démarrer, hein, voilà, quoi, il fallait la démarrer, c'était pas à gagner pour tout le monde. Des petits pieds cassés, ça, on en a eu un ou deux. Un apprenti qui en démarrant... Philippe, en démarrant la 500 XT, il a pris un retour de kick, ça l'avait projeté en l'air, presque un saut périlleux, quoi. Voilà. Et puis en plus, là pareil, encore un coup de crayon magnifique. Aujourd'hui, une 500 XT dans la rue, on garde une 500 XT sur un trottoir, les gens s'arrêtent et la regardent, alors qu'elle a 40 ans. Voilà. Mais encore une fois, ce coup de crayon. Et puis ce qu'elle avait, c'est que c'était un monocylindre, c'était une moto qui permettait d'aller en Afrique, de traverser l'Afrique, ce qui était jamais arrivé avec une moto. En 1979, Jean-Claude Olivier, sûr des qualités de la 500 XT, engage 4 motos officielles dans le premier Paris-Dakar. Jean-Claude Olivier, c'est difficile à organiser un Paris-Dakar? C'est très difficile parce que nous avons d'abord la préparation des motos, ensuite le choix des pilotes. Nous étions cette année 3 pilotes et il s'agit de les placer en situation de complémentarité et non d'opposition. Cette année-là, ce n'est pas une moto du team officiel Sonoto qui va remporter la course, mais celle d'un team privé avec comme pilote Cyril Neveu. Il faut savoir que le premier Paris-Dakar était auto-moto mélangé. Donc j'étais le leader de toute catégorie. Donc c'était assez fantastique. Et donc quand on est arrivé sur cette plage, il est tombé des trompes de flotte. Et Max Meignier, qui était le commentateur d'RTL, est venu m'interviewer. Il a fallu que je monte sur un podium en bois et je me suis ramassé une gamelle. J'avais pratiquement pas pris de gamelle sur le rallye. Et là, je me suis pris un gadin volumineux. Le vainqueur de ce Paris-Dakar
Dakar vient de monter sur le podium, mon cher Cyril, et puis vient de terminer en beauté avec un beau soleil. Je suis vraiment content d'être là, c'est fantastique. Mais bon, c'est un bon souvenir parce que finalement, j'étais là en vainqueur. Les 10 années suivantes, Yamaha reste dans le haut du classement avec la 500 XT, mais aussi avec ses petites sœurs, la 600 et la 660 XT. 14 000 km en 17 jours de course, 6 Yamaha officiels au départ, 4 à l'arrivée dans les 6 premiers. Voilà une démonstration magistrale des monos face aux bicylindres de 1000 cm3. Fin 80, Jean-Claude Olivier, lui-même engagé dans ce rallye raid, lance à ses côtés un pilote qui va définitivement imposer sa griffe sur le Paris-Dakar avec 6 victoires. Il se nomme Stéphane Peter Hansel. Vraiment, le sentiment que j'ai eu jusqu'à ma première victoire, c'est que Jean-Claude m'a toujours donné les moyens de réussir, mais sans mettre la pression absolument à avoir des résultats dès la première, la deuxième année. Il savait que j'avais les qualités pour y arriver, mais il savait aussi, et il sait toujours, que c'est une course d'expérience et qu'on ne peut pas la gagner dans la première ou la deuxième année. Donc il m'a laissé vraiment le temps d'apprendre, ça c'était vraiment super confortable et pas stressant. Début 80, la XS 1100 fait merveille. Avant cela, il y a eu le temps des pionniers, puis le temps de la vitesse et de la liberté. Aujourd'hui, l'entreprise entame une nouvelle ère. Après, il y a une troisième phase que globalement, je dirais peut-être des années 80 à 2000, qui sont l'épanouissement du marché de la moto, l'installation de la marque sur un niveau de maturité beaucoup plus solide, une distribution qui devient de plus en plus professionnelle, des concessionnaires qui deviennent exclusifs, qui ne travaillent que pour la marque, qui deviennent de plus en plus éduqués, entraînés, spécialisés, soutenus par la marque, et puis aussi le groupe qui, depuis le Japon, reprend progressivement le contrôle de la distribution de ces pays. Peu de motos de série peuvent se vanter d'avoir fait couler autant d'encre que la VMAX. Moto phénomène dès sa présentation en 85 et n'a jamais été détrônée depuis 30 ans. Un soir, Jean-Claude Olivier vient me voir, il me dit « Viens, je vais te montrer quelque chose ». Et on va dans le garage secret où il me montre une moto que je n'avais jamais vue. Et j'ai dit « C'est quoi ça ?» Et il m'a dit « Ben voilà, ça c'est la nouvelle VMAX ». Qui n'était pas encore commercialisé, c'était le tout premier modèle qu'on avait reçu, qui venait du Canada. Pour moi, ça marque quand même un truc. Je me souviens de Jean-Claude Olivier qui faisait des démos à Carole d'accélération, il mouillait les pneus, il faisait des burns, il faisait des machins. Avec cette moto, on voyait une énorme moto. Et à l'époque, il y avait un rassemblement à la Bastille tous les vendredis soirs de motards. Et un soir, je suis allé incognito à la Bastille avec la VMAX pour voir la réaction des motards. Et ça a été bien sûr un enchantement de tout le monde, c'était une machine exceptionnelle, qui a très bien marché d'ailleurs. En 86, la législation française impose de brider la VMAX à 102 chevaux au lieu des 145 d'origine. En compétition, la puissance moteur du VMAX lui permet en 2012 de devenir championne de France de dragster. Les courses d'endurance sont arrivées assez tard pour Yamaha. Fin 70, alors que Kawasaki avec Gaudier-Genoux, Honda avec l'équipe mythique Léon Chemarin interviennent en endurance d'une façon très professionnelle, Yamaha souhaite riposter rapidement. La seule réponse viable était pour Yamaha de prendre une 750 de Grand Prix, de mettre 2 phares, une batterie sous la selle, il n'y avait pas d'alternateur, et de faire ça avec panache. Il faudra attendre 85 pour le premier podium avec le team Moto 2000 sur une FZ 750 et la première victoire en 91 au 24 heures du Mans avec l'équipage Finacor sur une OV01. Philippe Monneret, un des 3 pilotes du team, a voulu absolument garder une trace de cette victoire. Je sais que moi je l'avais racheté à Yamaha, ça, je me souviens du prix où je l'ai racheté en fin de saison, je l'ai acheté celle-là, 50 000 francs à Yamaha en fin de saison, pour la garder dans mon garage. La moto, c'était une super moto. L'OV, c'était vraiment une moto compé client qui avait échoué en 90. Ben, ça fait pas beaucoup de chevaux, ça. Hein. Ça fait à peine 140 chevaux. Hein. Donc c'est une 750. Ça prenait 265. Voilà. Pas plus. Hein. Ben, c'est la combi qui allait avec cette moto. Tu vois, regarde. Voilà. Segura, les vieilles combis. Donc là, tu avais, c'est là où tu vois l'évolution aussi des combinaisons.
Depuis le début des années 2000, une équipe porte très haut les couleurs Yamaha en endurance, le team GMT 94. C'est Christophe Guyot, instituteur de métier et passionné de compétition moto, qui, épaulé par son épouse, crée ce team en 91. Christophe a vécu deux approches différentes de Yamaha face à son team. La première avec Jean-Claude Olivier, puis avec son successeur Éric Dossen. Avec Jean-Claude Olivier, c'était vraiment le sport pur. Donc je vous donne un budget, vous payez vos pilotes, vous avez un budget pour la course, le reste, je ne veux pas le savoir. Avec Éric Dossen, c'est un peu différent. Il est arrivé en disant « Bon, ça coûte combien le GMT 14 ? On fait quoi avec ça ? Ah, là, on va faire plus. » Alors, il a commencé par venir à l'atelier, ce que personne n'avait fait auparavant, regarder comment ça se passait. Et là, il a réalisé que ça lui convenait, il a trouvé que tout était bien. Il est remonté à Paris, il a dit « c'est notre moto, c'est la moto officielle ». Dès 2004, avec la moto YSF R1, le team est champion du monde d'endurance et enchaîne les années suivantes des victoires, entre autres, aux 24 heures du Mans ainsi qu'au Bol d'Or. 2014 sur l'année d'une nouvelle consécration mondiale. En 2015, le GMT change de moto. C'est toujours la Yamaha R1, mais elle est complètement différente. Par rapport au modèle précédent, c'est radicalement une autre moto. Elle fait 20 kg de moins, elle fait 20 chevaux de plus, si ce n'est 25. Elle est hyper légère donc. Et puis elle a une efficacité redoutable, elle conserve la qualité de l'ancienne. C'est ce qu'on appelle le moteur crossplane, donc un décalage au niveau de l'allumage qui permet d'avoir un allumage décalé qui permet d'avoir beaucoup de motricité. Parce que vous avez des temps d'arrêt et quand ça repart, vous avez la motricité qui arrive. Donc c'est un calage très particulier, spécifique à Yamaha et qui rend la moto particulièrement efficace. Pour réussir de tels résultats, le GMT s'entoure toujours de grands pilotes comme David Cheika, Louis Rossi, Kenny Forêt et plein d'autres. Chez Yamaha, les hommes changent, la dynamique reste. Éric Dossen, lui-même pilote aguerri, perpétue chez Yamaha la tradition de solidarité, de management toujours tourné vers le respect et l'innovation qu'instaurait son prédécesseur Jean-Claude Olivier depuis 1966. J'ai tout de suite vu que j'avais affaire à un passionné moto également, au même titre que Jean-Claude Olivier l'était. Donc c'était quelqu'un d'un peu exceptionnel, mais qui a une connaissance du produit de management incroyable. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent, Éric Dossen, pour moi et pour la moto. Et heureusement, il y a 2-3 personnes qui sont incontournables dans la moto en France. Pour moi, il y a Éric Dossen et Claude Michy, comme il y avait Jean-Claude Olivier, mais bon, c'est largement le digne successeur de Jean-Claude Olivier, Éric Dossen, avec des facettes différentes. Mais ça fait partie de l'évolution des choses. La société de consommation ne cesse d'évoluer au Japon et partout dans le monde. La force de Yamaha face à ses concurrents, c'est d'anticiper ces changements. Le scooter totalement repensé fin des années 90 en est la parfaite illustration. Le deux roues est devenu à la fois source de plaisir, toujours, loisir, ludique, et qui est une expression de soi-même. Il est devenu une vraie solution de mobilité pour la société contemporaine d'aujourd'hui, où les gens ont besoin de solutions de mobilité individuelle raisonnables. Donc en fait, la moto, qui était un style de vie, est devenue aujourd'hui un monde multifacette auquel Yamaha s'est adapté. On continue de s'adapter aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie phase, une vraie nouvelle phase. Et dans cette nouvelle phase, Yamaha a encore marqué de son empreinte l'histoire du deux roues avec le scooter T-Max. Beaucoup de motards traditionnels ont fait alors le pas vers le scooter. En fait, c'est les produits qui ont fait que la clientèle s'est dirigée vers ça. Le tout premier produit, et moi je me souviens à l'époque, j'étais concessionnaire dans la région parisienne, j'ai essayé un jour un 250 Majesty, je me suis dit, oh là, la révolution est en marche. Le 250 Majesty, la révolution est en marche, génial, ça marche comme une moto, on peut ranger son casque, on passe pas de vitesse, on a les pieds au sec. Normal que le scooter ait un tel succès. Quand on fait un T-Max, forcément vous essayez un T-Max. Je me souviens au début du T-Max, les gens disaient non, moi je ne suis pas scooter, je roule à moto. Aujourd'hui, ces gens-là roulent en T-Max et ils n'ont plus envie de changer. Donc voilà, après, l'intelligence de créer le besoin. Anticiper quel va être le besoin de la clientèle, ça c'est génial. Aujourd'hui, dans les salons du monde entier, Yamaha propose une multitude de deux roues, de la moto au scooter, sans jamais renier ses anciens modèles. Alors 60 ans d'histoire Yamaha, c'était 1955, l'YK1. Aujourd'hui 2015, ici à Paris, c'est la MT10, c'est la FJR 1300, c'est
la gamme XSR, les MT, les traceurs, etc. Mais aussi la Super Ténéré. Alors la Super Ténéré, elle a également marqué l'histoire de Yamaha à travers le marché, à travers la France, à travers d'autres continents. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive avec un modèle qui a considérablement évolué, une Super Ténéré qui est toujours présent dans l'histoire, donc il y a eu un fil rouge qui s'est installé durant toutes ces années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui Yamaha poursuit l'histoire des XS à travers ce tout nouveau bicylindre, donc la toute nouvelle XSR 700. Dans les années 80-90, nous étions sur des FJ, les FJ 1100, les FJ 1200. Et aujourd'hui, voilà, nous arrivons en 2015 avec cette exclusivité qui a été dévoilée à Paris, qui est la toute nouvelle FJR 1300. C'est vraiment des machines qui sont aujourd'hui arrivées à un standard qui permet vraiment de parcourir de longues distances avec un confort et un maximum de plaisir, tout en distillant des émotions et des sensations. Donc la FJR 1300 qui vient également, je dirais, combler et compléter la gamme GT qui a toujours soutenu Yamaha durant ces 60 années. Bon, alors là, on se rapproche de l'antre. Voilà. Pour Éric de Seine, Yamaha, en 60 ans d'histoire, a toujours créé l'événement. Impossible aujourd'hui pour ce passionné du deux roues de ne pas en garder une trace. Il nous propose un petit voyage privé dans le temps. Ça, c'est 68. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, c'était au musée de Yamaha, Communication Plaza au Japon, et j'ai trouvé ça magnifique. Et en fait, c'était un proto qu'avait fait l'usine pour courir en 50, et pas de chance, la réglementation a changé, ils n'ont jamais pu courir avec. Dis-moi, c'est bien ces petits engins qui, à Spa par exemple, dépassaient le 200 chrono. Ouais, c'était 200, 50, ouais, absolument. Dans la descente avant le rouge, incroyable quand ça on prenait voit 200, les petits pneus. Et elle paraît super compacte, et en fait, tu te loges dedans assez facilement. Donc ça, c'est 68. Très beau. Et puis après, là, tu as... Très beau. Tu as Kent Anderson, oui. 125, champion du monde. 125. 74, déjà, liquide, donc on est 74. Bon, et puis là, on tombe sur Saarinen. Donc Saarinen 72. Frein tambour. Frein tambour. 4 cams, c'est ça? Absolument, ventilé. Et il fait champion du monde avec la 2,5, vice-champion du monde avec la 350. Et c'est ce qui lui permet l'année d'après d'être pilote usine, où il va rouler en 250 et en 500. Ce qui m'étonne aussi, Eric, c'est de voir que Saarinen, qui était un des pilotes qui a déhanché beaucoup, c'était pas le premier, c'était John Cooper bien avant lui, mais Saarinen déhanchait beaucoup. Il avait quand même gardé les toutes petites selles, très peu de recul. Oui. Ça, c'est Steve Baker, 77, Daytona. À l'époque, comme tu le sais, il y avait les 200 miles et puis il y avait la course d'ouverture avec les 250. Et Baker gagne avec cette moto-là, qui a un châssis, on le voit bien, très particulier, avec un réservoir qui était propre à la course de Daytona. Là aussi, il y a une moto qui est formidable parce qu'elle est unique. Oui. Elle est la seule à rester. Oui. Unique. Je la connais bien. Le pilote était unique. Je la connais bien. Pilote unique. Cette machine. Oui. Pilote unique, oui. Oui. Takazumi Katayama, champion du monde en 77, en 350 avec une 3 cylindres. Et puis là, on passe sur une moto que tu connais. Oui, je l'ai connue un petit peu, effectivement. J'ai du mal à en parler parce que... Alors, moi, ce que je voudrais dire sur cette moto, c'est que c'était l'association de Serge Rosset, Rock, avec Martial Garcia et Jackie Germain, comme mécaniciens qui ont conçu, déjà ne serait-ce qu'au niveau de tout ce qui est polyester, on le voit avec le garde-boue avant, le carénage, la selle, et cette année-là, j'ai eu une machine qui était dans le coup. Et alors là, on termine avec les 2,5, avec la dernière génération des 2,5, la TZM 250. Et là, on est les années aussi où Nakano et Olivier Jacques roulent avec la même moto en 99 et 2000 pour remporter le titre. Un jour peut-être, une autre moto pourra faire partie de cette collection magnifique. La M1 de Valentino Rossi, qui accumule les victoires en Grand Prix depuis 10 ans. Dans un autre registre, figurera peut-être également la moto de Tom Pages, qui, comme Valentino Rossi dans son domaine, est la référence mondiale dans le championnat freestyle motocross. Et pourquoi pas la moto de Romain Fèvre, sacré champion du monde 2015 en motocross MXGP. De
1955 à aujourd'hui, Yamaha n'a donc jamais renié ces 3 mots-clés. Humanité, générosité, attachement au sens des choses. Et même après la disparition de son fondateur Genichi Kawakami en 2002, son successeur, Hiroyuki Yanagi, perpétue les valeurs essentielles de l'entreprise. Aujourd'hui, Yamaha figure en tête des principaux producteurs mondiaux de motos, en vendant plus de 20 millions de 2 roues en 6 décennies. Par sa sincérité et la qualité de ses produits, Yamaha a les atouts pour voir l'avenir avec confiance. Nous, on est encore pour faire de la qualité, des produits d'engagement, où nos clients soient en sécurité à utiliser nos produits, prennent du plaisir, puisque notre signature, c'est Rev the Heart, qui veut vraiment dire ayez le cœur qui bat, quoi, faites-vous plaisir. Je crois qu'Yamaha, peut-être, sera très différent dans 15 ans, mais on y va avec sagesse et confiance et en continuant de satisfaire nos clients. Donc je pense qu'autour de valeurs aussi vertueuses, on peut voir l'avenir avec confiance.